vos questions tout de suite à ces 3 personnes qui nous ont refait vivre et replongé dans ce qui pouvait être la mentalité au cours de 3 siècles différents et aussi l'audace incroyable qu'il fallait pour s'engager dans ces expéditions diverses. Est-ce que vous avez des questions ? Préparez-les. Moi, j'en ai beaucoup, mais préparez-les parce que j'aimerais mieux un dialogue avec vous. Oui, il y en a déjà une. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ? C'est au... il y en a déjà une au fond. Et après, ce sera vous, monsieur. Allez-y. Oui. Attendez le micro. D'abord, monsieur, au fond. Pourriez-vous nous éclairer sur la manière dont les gens connaissaient leur position, donc pouvaient naviguer, en particulier en Antarctique ? Brigitte, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les gens se repéraient à ces époques-là pour naviguer ? Quels étaient leurs moyens de repérage ? Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de GPS. Un théodolite, un sextant. Ils avaient un sextant et ils se positionnaient d'après. D'ailleurs, certes, pardon. Voilà. Jean-Louis Etienne m'a répondu. Et puis, le long de ce sont des montagnes qui sont toutes à l'ouest de cette plateforme qui s'appelle plateforme de Ross. Et donc, ils se repéraient. Ils étaient fous. Ils mettaient un fanion à l'endroit où ils avaient mis leur réserve de nourriture dans la glace pour le retour, et ils repéraient l'angle de telle montagne avec tel autre relief. Mais alors, quand il y avait de la brume, ils risquaient de passer à côté. Ils ont pris des risques fous. Voilà. Mais sinon, Jean-Louis Etienne nous a répondu, c'est le sextant et l'horizon artificiel. Et le sextant avait une précision suffisante à ses latitudes ? Je n'ai pas compris votre question. La précision du sextant. La précision des sextants. Était-elle suffisante à cette latitude ? Jean-Louis, si vous voulez prendre un micro. Attendez. Oui, Jean-Louis Etienne. Le sextant avec un horizon artificiel, donc vous comprenez que on prend la hauteur du soleil par rapport à l'horizon. Donc là, ils avaient un miroir qui était un horizon artificiel et ils devaient rester longtemps parce que la mesure se fait en 2 périodes de temps. On mesure une première fois, une deuxième fois et éventuellement une troisième fois et on fait les calculs. Et donc, comme à cette période, l'été, le soleil reste sur l'horizon et vraiment il y a très peu d'amplitude par rapport à l'horizon, les mesures étaient très longues. Vous comprenez ? Oui. Non, c'est bien pour ça que je pose la question de la précision. Merci. Est-ce qu'on peut amener le micro à monsieur à l'avant ? Oui, ma question. Parlez bien dans le micro. Ça marche ? Non. Parlez dans le micro, ça devrait marcher. Pas besoin d'y toucher. Bien. Écoutez, ma question, ça a un rapport avec la croisière jaune. Tout simplement, le carburant. Comment ont-ils fait pour faire autant de milliers de kilomètres ? Alors, sur la partie qui était de Beyrouth jusqu'au pied de l'Himalaya, aucun problème. Il y avait des ravitaillements possibles dans les différents pays traversés. Par contre, en Chine, Victor Point, qui était un jeune lieutenant de vaisseau, avait été missionné 2 ans avant pour organiser les dépôts d'essence, d'huile, etc. Et il a employé pendant 2 ans 12 caravanes de chameaux qui transportaient, qui créaient des dépôts. Voilà. Alors, il y avait des dépôts qui étaient déposés dans les missions, notamment, créés dans les missions, créés dans certaines villes. Mais c'était dangereux de se risquer dans la ville pour aller chercher le carburant. Ils ont même, à Soutchéou, eu de gros problèmes avec la population, car c'était la guerre civile partout, absolument partout en Chine. Avant de vous repasser la parole, j'aurais une question pour Anne Ponce. Anne, vous avez rappelé l'importance de la demande royale pour faire un certain nombre d'expéditions. Et vous avez rappelé
le fait qu'il y avait des instruments de précision qui commençaient à arriver, et notamment, alors je ne me trompe pas, entre les rois, c'est vous qui avez parlé de Georges III, n'est-ce pas? Oui. On voit là que on se met, justement, et ça rejoint la question de monsieur, on se met à avoir des instruments qui permettent d'être beaucoup plus précis, et on a compris ce qui est mieux, ce qu'était et comment mesurer la longitude. C'est un moment fondamental. C'est une révolution. On n'y pense plus maintenant. On pense que c'est normal de savoir. Oui, c'est la première fois qu'on peut faire le point, en effet, et savoir exactement où sont les navires par rapport aux observatoires européens. Même chose pour la Pérouse. D'ailleurs, pour l'expédition La Pérouse, les Français, un ou deux Français, je sais plus, je connais plus leur nom, sont allés en Angleterre parce qu'Albion avait une avance sur la France qui a été rattrapée par la suite. Mais avant de lancer l'expédition, ils sont allés un peu espionner et aussi se faire prêter des instruments qui avaient servi à Cook, des instruments de précision qui avaient servi à Cook, que bons joueurs, les Anglais, ont prêté à la Pérouse. L'horloge devient fondamentale à un certain moment. Et ça, quand on voit, je repense à ce qu'on publie par exemple dans Sciences et Avenir et ce dont on parle en permanence dans les colonnes scientifiques, c'est l'avancée des horloges actuellement. On en est à je ne sais plus quelle précision avec les horloges à atomes froids, mais on voit que pour découvrir des régions ou d'autres phénomènes, on a besoin à la base de ces instruments de précision. C'est parce qu'ils marche ensemble. Oui, ce sont des instruments qui mesurent le temps. On est passionné par toutes les mesures possibles et imaginables au XVIIIe, dont celle du temps. L'invention du temps, ça serait aussi un joli thème. Ah, Evelyne a une question juste devant. Oui, moi j'ai une question relative aux structures mentales. C'est une question quand même d'actualité. Ça peut nous éclairer actuellement. Où s'arrête l'imaginaire, les représentations mythiques, religieuses, etc., et les structures mentales. J'aimerais qu'on m'éclaire un peu là-dessus. Et celle des découvreurs, des explorateurs, ou plus généralement? D'une façon plus générale, si possible. Qui veut répondre? Moi, j'ai 3 personnes de tempéraments tellement différents que c'est très, très intéressant. Redites-nous leur nom. Scott, Amundsen, Shackleton. Voilà, Scott, Amundsen, Shackleton. Alors, le Norvégien Amundsen, il est structuré, efficace, pas de sentiments, on recrute uniquement des hommes de la même qualité et puis qui n'ont pas d'état d'âme, qui ne sont pas... On est efficace. On a déjà préparé depuis des années le but de ce que l'on veut, et donc on va chez les Inuits, etc. La mentalité de Scott, c'est d'être militaire. Donc il obéit à un chef. Il ne va là-bas au pôle que pour gagner, pour Sa Majesté, le pôle. Et donc, il a été extrêmement poussé. Et il est donc soumis. Et il a fait beaucoup d'erreurs car il n'était pas attentif aux hommes, attentif les chiens, le ski, tout ce qu'on lui avait dit, il ne faisait que ce qui était habituel. Et Shackleton avait un tempérament beaucoup plus souple, en même temps que ferme, mais son autorité venait du fond de lui. Et du fond de lui, il arrivait à convaincre ces hommes, et ceux qui ne l'étaient pas, il ne pouvait pas les garder, mais c'était une conviction de chacun. Mais excusez-moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la façon de travailler de ces personnalités, oui. C'est plutôt comment, par rapport à la citation de Lévi-Strauss que vous avez faite, comment est-ce qu'on peut, en se basant sur les structures mentales, passer justement aux structures liées aux mythologies et aux croyances par rapport aux Maoris, par exemple, mais par rapport actuellement aux djihadistes. Alors là, comment établir ce n'est pas moi qui vais répondre. Dans cet univers-là. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Les questions de la salle. Est-ce que vous pouvez
Voilà. Evelyne aimerait mieux comprendre dans quel état d'esprit, de quelle façon tous ceux qui ont exploré, et surtout James Cook, mais aussi Bougainville ou La Pérouse, comment ils approchaient l'autre, quel était le regard a priori qu'ils portaient sur lui, et à quoi ont-ils été confrontés, qu'ont-ils compris ou pas compris à l'époque. Alors, a priori, ils abordaient dans un esprit de bienveillance et de compréhension. Mais seulement, les différentes peuplades, les différents insulaires étaient différents, n'étaient pas les mêmes. Et les signaux de fumée qu'ils pouvaient voir de leur navire jusqu'à la côte étaient soit des signaux de bienvenue, soit des signaux d'hostilité pour que tout le monde se regroupe contre les arrivants qui allaient débarquer. Et je voulais juste revenir au problème du temps qui est très intéressant parce que les instructions prévoyaient, dictaient les instructions royales, que ce soit Louis XVI ou, d'ailleurs Louis XV, Louis XVI, Georges III, prévoyaient des itinéraires avec un programme fixé dans le temps qui était extrêmement important. Cook est obsédé par l'idée de se mettre en retard par rapport, parce que c'était calculé d'après les climats qu'il faisait, etc. On ne pouvait pas aller en hiver ici ou là. Bon. Et donc, il s'en tenait beaucoup à ça. Et La Pérouse est mort. Le naufrage de La Pérouse est dû au fait qu'il a désobéi aux instructions, alors que son itinéraire était tracé vers le sud. Il a décidé de remonter vers le nord pour acheter des fourrures, en particulier pour Marie-Antoinette. Et c'est là qu'il s'est retrouvé dans un climat hostile en redescendant et que le naufrage a eu lieu à Vanikoro. Je ne suis pas certaine que Evelyne ait eu sa réponse. Mais peut-être nous viendra-t-elle aussi de Sylvain Venère, qui nous parlera tout à l'heure. Attendez, parce que j'ai une petite annonce à faire. En réalité, vous allez être privés de pause. On va poursuivre tout de suite, car l'un d'entre nous doit repartir à midi. Donc voilà, on va poursuivre. Donc si vous avez des questions, Monsieur le maire a une question, mais retenez bien votre question parce que de toute façon, on va refaire une séance de questions très rapidement après les interventions de Bernard Chabert et de Sylvain Venère. Oui, moi, Monsieur le maire. Ce sont plutôt des commentaires pour répondre en partie à la question posée par Evelyne Sergénian. Bon, bien évidemment, au cours de toutes ces périodes, les comportements intellectuels, les structures mentales, elles dépendaient des structures mentales de l'époque. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là encore, l'esclavage n'avait pas été aboli. On était en 1798, par exemple, on était toujours en pleine période d'esclavage. Donc, nécessairement, les comportements étaient et les perceptions étaient celles de l'époque. Lorsque Live de Lucky, Éric le Rouge, donc a pratiquement, c'est sûr maintenant, découvert l'Amérique. Bon, certainement, les réactions qu'il pouvait avoir à l'égard des natifs n'étaient pas les mêmes que ceux que l'on peut avoir 5 siècles plus tard et même 8 siècles plus tard. Donc je crois que c'est ça dont il faut tenir compte. Par ailleurs, moi, il y a une image qui m'a un petit peu frappé, c'est que alors là je passe aux expéditions Citroën, lors de la première expédition africaine, la traversée du Sahara, j'ai vu qu'il y avait sur l'un des véhicules une mitrailleuse. Donc, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier non plus, c'est l'époque de la guerre du Rif aussi, c'est pas tout à fait au même endroit, mais quand même, il y avait des dangers assez importants. Alors après, évidemment, sur la croisière noire, il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait des empires coloniaux, donc il y avait des structures, c'était nettement moins dangereux. Après, vous avez parlé effectivement, donc ces expéditions étaient, qu'il s'agisse de la croisière jaune d'ailleurs, ces expéditions étaient dangereuses parce que vous avez évoqué le fait qu'on traversait des pays qui étaient en pleine révolution. Donc il y a eu l'arrivée des Pahlavis, il y a eu depuis Sun Yat-sen en Chine en 1911. Bon, il y avait effectivement la guerre civile, donc nécessairement des dangers. Alors c'est vrai que toutes ces expéditions reflétaient des dangers différents. Et ce qui me choque aussi, c'est que, pas ce qui me choque, mais ce qui m'interpelle, c'est que
bien évidemment, tous ces explorateurs ont fait preuve de beaucoup de courage. On a évoqué, peut-être on va évoquer plus tard, le problème de la peur. Donc on a parlé des progrès technologiques avec la possibilité donc d'une meilleure localisation. On n'a pas parlé de la communication. Or ça, c'est quand même absolument fondamental. Du point de vue de la sécurité psychologique, ça n'enlève en rien, disons, au mérite de ceux qui ont été des explorateurs. Mais à l'heure actuelle, il y a quand même une différence énorme. Si l'on prend maintenant l'exploration de l'espace, on est en permanence pratiquement en contact avec des structures qui peuvent vous réconforter énormément psychologiquement. Alors que là, si l'on prend les premières expéditions, on pouvait rester des années absolument sans communication. Et ça devait avoir un impact quand même psychologiquement sur ceux qui étaient à l'origine de ces explorations. Ce sont de simples remarques. Merci, Monsieur le maire. Je pense que votre dernière remarque, ce sera des choses qui seront réévoquées cet après-midi avec les explorateurs d'aujourd'hui. Justement, à quelle communication ils ont à faire. Ariane Audouin-Dubreuil. Juste allez-y. 2 petits mots pour répondre à Monsieur le maire. Au Sahara, il y avait des réseaux. Il ne s'agissait pas d'entrer en combat avec qui que ce soit. C'était dissuasif, cette arme. Ils ne s'en sont jamais servis. Par contre, en Chine, ils ont été, à Paotou, attaqués. Et là, ils ont sorti des mitraillettes qui étaient cachées dans les planchers des voitures. Et là, ils ont tiré, oui. Mais ce n'était pas du tout bon. En Afrique, c'était pas il n'y avait pas de méfiance. Il n'y a pas de méfiance sur tous ces pays d'Afrique noire. Ils étaient éblouis par ce pays. C'était plein de poésie. Et ils étaient chargés, par exemple, de relever la carte épidémiologique des pays traversés pour savoir ce qu'on pouvait faire. On était au lendemain de la guerre de 14, si vous réalisez bien, et la peur, non. Ils sortaient tous des tranchées, hein, les gens de la croisière jaune. Ils avaient tous combattu et ils n'ont pas eu peur, non. La peur n'existait pas. C'est lamentable de dire ça, mais la peur n'existait pas, non. Et on remplissait une mission scientifique, culturelle, économique, bien sûr. Il fallait développer ces pays dont la France avait la responsabilité. Et il y avait vraiment des missions de 4 ministères sur la croisière noire pour aller au-devant, justement, des gens, des besoins, étudier les endroits qui avaient été développés, ceux où des administrateurs étaient des incapables et n'avaient rien développé. Et c'était une mission, voilà, qui se voulait utile. Brièvement, avant de passer la parole à Bernard Chabet. Sur le même sujet, les instructions comportaient l'ordre express de ne pas verser de sang des natifs, sauf en cas de légitime défense. Évidemment, quand ils étaient prêts à vous assassiner, là, on pouvait tirer, si vous voulez. D'autre part, les peuples étaient très différents. Les peuples européens étaient très différents dans leur façon, dans leur conquête, parce que c'était quand même, ça revenait à des conquêtes. Les Anglais étant beaucoup plus durs que les Français. Cook colonise, il plante le drapeau anglais sur toutes les terres qu'il aborde. Ils mettent même de côté les drapeaux espagnols, etc. Enfin les inscriptions des Espagnols qui sont passés avant lui pour rebaptiser la terre en anglais. Tous ces noms d'ailleurs qui font des couches de mémoire extraordinaires sur ces pays en question, qui changent. Bougainville c'est le premier avec les Malouines qu'on lui a retiré, que Louis XVI a donné, qu'il avait découvert, qu'il avait colonisé, enfin pas colonisé. Et j'en tiens beaucoup pour la Pérouse, qui est le vrai homme des Lumières parmi tout cela, et qui a fait des déclarations en disant je ne m'octroie pas le droit de planter mon drapeau sur telle ou telle terre. Il le dit de façon très précise à un moment, au nom du roi. Ces gens sont chez eux et nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Donc c'est lui l'homme des Lumières. Mais les Anglais étaient très durs,